Madame, Monsieur, bonsoir. Une édition du kiosque avec notre ami Daniel Compère. Je peux t'appeler comme ça. Ah, tu peux, très bien, c'est un honneur. Du progressisme, notre autre ami Michel Branchi. Oui, de Justice. Tu acceptes d'être mon ami, même si tu es communiste. Tu acceptes quand même. Hein. J'ai beaucoup d'amis en Martinique. Ah, c'est ça, tu es tolérant. Et mon ami Marajo, qui, quoique capitaliste, m'accepte dans le sérail de ses amitiés. Donc très riche. Vive le capitalisme d'extrême gauche. Capitalisme libéral. Alors, on va faire une chose qui n'est pas courante dans le kiosque. On va parler d'une actualité toute fraîche et puis qui va devenir émotionnelle et puis qui va devenir également sujet de grandes discussions, de grandes hypothèses. C'est le crash de l'Airbus. Vous connaissez tous maintenant, je ne vais pas vous raconter quelle compagnie, etc. Je vais aller directement au fait. C'est les premières écoutes de la boîte noire qui ont décelé qu'il y aurait eu un pilote resté tout seul dans la cabine, oui, en empêchant l'autre pilote que l'on dit être que le commandant qui se serait levé pour aller satisfaire quelques besoins dans le reste de la carlingue et qui aurait été empêché d'entrer. Et ensuite, la décision ou la situation dans laquelle se trouverait ce pilote, ce copilote de se cracher dans la montagne sur le territoire français. Andreas Lubitz. Lubitz qui s'appelle, voilà, allemand, d'origine allemande. Alors, toute la presse parle de suicide. Je me dis quand on se suicide tout seul, on ne se suicide pas avec 145 personnes, plus l'équipage. Il y a des gens qui n'aiment pas mourir tout seul. Oui, mais là, il s'est fait accompagner. Alors, donc, alors pourquoi? Parce que nous sommes tous dépendants, même plus du bateau, très peu sur ce point-là, Sainte-Lucie ou à Dominique, mais que de l'avion. Donc, on est concerné directement par ça, quoi, du plus petit au plus grand. Nous sommes notre continuité territoriale. Formule comique, amusante, à 8000 km, se fait par l'avion. Ouais. Donc, il faut qu'on en parle, quoi. Je vous laisse en parler. Moi, j'en ai assez dit là-dessus. Sans revenir directement sur le crash, moi, il y a une émission que je regarde tous les jours sur National Geographic Channel, c'est Air Crash. Ah ouais. C'est du masochisme. C'est ce que me dit ma femme. Ça semble pour pas prendre un avion. C'est ce que me dit ma femme. Mais j'essaie de comprendre les mécanismes, etc. et tout. Et bon, ils n'en ont pas encore parlé, forcément, c'est trop récent. Mais parmi tous les experts qu'on sort chaque fois qu'il y a un événement, il y en a un qui m'a semblé de bon sens. C'est-à-dire que le cockpit fermé par une porte blindée, ça c'est après les Twin Towers de septembre, du 11 septembre aux États-Unis. Voilà. Mais il y a un truc qui semble évident. Pourquoi, puisque les pilotes doivent rester dans le cockpit, on leur a même mis une porte blindée, pourquoi les toilettes sont-elles extérieures au cockpit? Oui. Dans certains avions. Dans certains avions. Les anciens, il a 40 ans. Il est trop vieux, ouais. Voilà. Il a 20 ans, 24 ans. Deuxième chose. Autre chose, pourquoi ne pas mettre une caméra qui filme tout ça et qui soit dans le digital, dans les données, soit recueillies par l'une des boîtes. Ouais. Ce qui va dans la carlingue, dans le cockpit et tout, et qu'on sache. La vidéosurveillance partout. Partout, oui, Eddy. Ouais. Bon, ça va effectivement faire repenser aux mesures de sécurité, parce qu'il faut des choses comme ça pour qu'on avance dans la sécurité. Malheureusement. Mais il faut quand même préciser que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Qu'un pilote aille au suicide. Il y a déjà plusieurs exemples. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça fait bien le parentage entre les compagnies, on va dire, classiques et les compagnies low cost. Parce que les compagnies classiques et certaines compagnies low cost ont introduit des règles qui sont extrêmement strictes. Il ne peut avoir à aucun moment un seul pilote. Aux commandes. Dans le cockpit. En France, c'est impossible. Pour ça, faut-il encore qu'il y ait plus que 2 pilotes. Oui, alors, comme ils font des économies. Les commodités à l'intérieur du cockpit. Oui. Comme ils font des économies, l'économie là a eu un coût énorme. Parce que là, la compagnie ne pourra pas se réfugier, ce qui arrive souvent, se réfugier derrière une défaillance mécanique, donc attaquer les assurances. Enfin, les assurances de la compagnie ne pourront pas se retourner contre Airbus, contre les assurances d'Airbus. Là,
la compagnie va payer très très cher cet éolien. Alors, je vous donne une hypothèse qui est favorable à la compagnie, c'est que le commandement de bord sortirait pour satisfaire un besoin quelconque, urinaire dit dans l'article, je vais reprendre l'expression. L'appareil subit une violente dépressurisation qui déforme la structure de l'ensemble de la carlingue. La porte est déformée et ne peut plus être ouverte, tandis que le pilote en fonction a perdu connaissance. Eh ben non. Apparemment, non. Non, mais on ne sait pas. Ouais. Ça peut être ça, pourquoi pas. Non, ce qui enfin, bon, ça c'est une hypothèse, mais elle est balayée par un fait majeur. Par le fait qu'ils sont en train de taper sur la porte. Non. Par le fait que le copilote a enclenché la descente automatique de l'avion. Ah d'accord, mais ça, Ah ben oui, c'est ça qui fait que penser qu'il a volontairement, parce qu'il n'y aurait eu aucun bouton, mais il enclenche la descente automatique, c'est fini quoi. Je veux dire, pour quelle raison Or, apparemment, ce n'est pas suite à un malaise. Non, oui, puisqu'il était encore... Michel, En tout cas, moi, je suis quand même frappé, là aussi, par la manière dont les médias traitent ce type de sujet. J'ai vu les images de la conférence de presse du responsable du BEA. Ouais. Et le type dit, voilà, il y a 2 boîtes noires, il y en a une que nous avons, on a pu récupérer, il y en a une deuxième. Et pour pouvoir tirer des conclusions, il faut les deux, il faut croiser les informations. Ouais. Eh bien, les journalistes n'ont cessé de lui poser des questions. Le type, il est obligé de dire à 4 ou 5 reprises, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, l'information veut aller plus vite. Il suffit de regarder les images de la région. Pour récupérer les corps, pour récupérer les éléments d'enquête, les éléments d'analyse. Les déchets. Bon, les déchets. Il y a un temps de l'enquête et un temps de l'information qui ne sont pas les mêmes. C'est évident. Oui, voilà. Mais ça, c'est rendu d'autant plus difficile à intégrer que l'information, et tu as raison, l'information va plus vite, mais les gens de l'intérieur concourent à ça. Il ne faut pas dédouaner le BEA, puisque c'est bien des gens du BEA qui ont parlé à un militaire américain qui lui-même a été interviewé par un type du New York Times, parce que le New York Times a été le premier à annoncer. L'information vient par le New York Times et puis après la FP. Mais ils auraient fait fermer leur gueule. Ah ben oui, mais c'est le BEA, parce que ça ne peut venir que de là, puisque et c'est le lendemain que le procureur face je dirais, a ouvert une enquête et puis face à l'impossibilité de se taire, dit bon, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, l'information va trop vite, à coup d'édition spéciale où on répète toujours les mêmes choses. Oui. Mais si l'information essaie de suivre, voire de précéder les faits, c'est parce qu'il y a eu quelque part une fuite. Tout à fait. Monsieur, on reviendra long. On aura certainement revenir sur la question. Quand même une pression trop forte. Je voudrais construire un petit peu comme la dernière fois, c'était très bien la dernière fois. Donc très rapidement, je vous avais parlé de bouquins, on donne un coup de main aussi à une copine qui fait des choses bien, c'est Michel Jouve. Je vous montre le bouquin, une fille très douce, très fine. Inaya, c'est l'histoire d'une comment s'appellent ces femmes qui ont une queue de poisson, une sirène. Et alors il y a une partie en créole et une partie en français. Le créole est de très bonne qualité, la poétique est très bonne, les images sont merveilleuses. Même pour une grande personne, c'est agréable d'avoir ces petits bouquins dans une bibliothèque quand on est un véritable créole. Martiniquais, antillais, enfin, ça nous y est là. Alors je prends dans l'ordre. Quand on est nous-mêmes. Quand on est nous-mêmes. 50e anniversaire du PPM. Non. 57e. 57e, pardon, anniversaire du PPM. Ça fait 7 jours. 15. Je suis sûr que si je parlais de ton âge à toi, personnellement, ça ne peut rien faire que j'oublie 7 ans. Pas du tout. À Saint-Pierre, rien n'est joué, soutien à Mme Rafa, Monsieur Rafa, par Mme Sesto. Voilà. Extrait de Césaire, un combattant à l'occasion, par contre, de 25 ans du PPM. C'est intéressant de voir ce qu'il y a. Oui, on a retrouvé un texte. On a de bonnes archives, donc on a retrouvé ce texte qui, à mon avis, n'a pas pris une ligne. Oui. Même si le contexte n'est plus tout à fait le même. Intervention du député Letchimy à propos du vote de la loi sur la biodiversité, dont on parlera tout à l'heure, peut-être si on a le temps. Et puis de la pub, dynamisation de l'économie par le chauffe-eau solaire. Etc. La pub pour votre parti, mais c'est votre journal, c'est un journal de parti. Alors, et on viendra, si on a le temps également, sur le fait que le PPM soutient M. Rafa à Saint-Pierre contre M. Martine. Et vous parlez de la cartonnerie. Et puis,
votre, pas caricature, mais votre image, c'est nous, Yann, mon plaisir, décidant être le guide suprême de toutes les droites. Tel est mon plaisir. Moi, je le trouve, c'est un dessin avec un habit royal, un habit impérial. L'habit, c'est le roi soleil. C'est le roi soleil, c'est Louis XIV. Avec le soleil, voilà. Et vous avez vu que sur le côté, il y a une perruque. Ah oui, puisqu'il est La perruque de Louis XIV. Vous êtes méchant. Bon, non, continue. c'est gentil. Un poil sur oui, mais tu sais que c'est Del Chimie n'aime pas, lui, qu'on parle de ces histoires de chocs. C'est vrai, c'est vrai. Parfait, c'est Yann. Choc qui sont tout peu. C'est parfait, ça. Il parlait à un ministre qui l'a claqué. Le café, c'est bien, c'est pas sérieux. Et puis pour ta tête à sa personne humaine. À sa personne, Justice, pour avancer ensemble. Comprendre l'enjeu de décembre 2015 avec une photo certainement du Grand Assemblée. Je pense. Avec toujours cette partie service civique, quoi, avec des articles. Et cette fois-ci, la photo de Michel Branchy. Pour l'éditorial qui est intitulé « Comprendre et mesurer l'enjeu de décembre 2015, savoir la consultation pour la collectivité territoriale de la Martinique ». Je peux dire deux mots quand même. Oui. Nous essayons de parler, de répondre à un argument qui nous a surpris, selon lequel la collectivité unique ne pourra rien faire pour les Martiniquais. Alors, nous rappelons quand même que, même si elle n'a pas tous les pouvoirs, nous rappelons simplement que, notamment la partie sociale, qui vient du Conseil général, la PMI, le RSA, les maisons de retraite, les handicapés. Et puis nous rappelons aussi que les aides économiques au développement, notamment aux PME, que aider les entreprises, c'est pas systématiquement faire des cadeaux, alors à condition, bien sûr, qu'il y ait une contrepartie. Ça, c'est un autre aspect mais des comment choses. vous aurez le pouvoir, donc avec ces questions de machin. Voilà. Continue. Mais ce qui veut dire, non, c'est pour expliquer que dans la situation de la Martinique, et on va faire le lien avec les élections départementales, les collectivités, c'est quand même un bouclier social. Voilà. Vous savez que j'avais une propension à penser qu'en fait, cette collectivité territoriale de la Martinique ne serait qu'une rationalisation de mode de gouvernance. Faire avec une seule institution, une seule entité, ce qu'on faisait avec deux, avec une dépêche. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand même, réellement, un changement du paradigme qui remonte à la Révolution, qui était de laisser en donnant une apparence, et par là même une division du pouvoir à la colonie, de la garder sous la tutelle qu'elle soit révolutionnelle, qu'elle soit impériale, qu'elle soit royale ou qu'elle soit républicaine. Alors, le bouquin de M. Maïch, de M. Yves Léopold Montieu, dont j'avais rapidement parlé, que je n'ai pas montré, c'est un bouquin qui est très intéressant, avec un défaut, on en a parlé, je ne vois pas pourquoi je dirais hors écran ce que j'ai... Ce que tu ne dis pas. Ou le contraire, c'est que c'est difficile d'accrocher à tout le bouquin, parce qu'il y a souvent des extraits, des regards, des éditoriaux, ce sont des reprises d'articles qui sont quand même déterminés, qui sont quand même situés temporellement, datés. Alors il faut se rapprocher, il y a un exercice à faire. En fait, un journaliste n'écrit pas comme un littérateur, comme un écrivain. Il faut comprendre ça, quoi. Mais c'est quand même intéressant. Je répète, Marie-Jeanne, la fin d'une époque, le premier ouvrage consacré aux leaders indépendantistes, un retour sur 5 années de politique en Martinique, c'est le bouquin de M. Yves Léopold Montieu qui mérite d'être acheté. Il y a un deuxième bouquin sur Marie-Jeanne. Oui, quand on aura eu la politesse de me le envoyer, ou d'estimer que je ne suis pas atteint d'une sorte de peste et de machin, on en parlera. D'accord, on en parle. Quand on veut qu'on nous parle, là, on envoie au journal. Absolument. Une histoire de soufre et d'encens de M. Le Mauvais Génie, Ariane Chemin et Vanessa Steder, qui parlent de Patrick Buisson. Ce monsieur, vous l'avez vu, je te le passerai quand je l'aurai lu. Je l'ai acheté. On en parlera un jour comme ça. Ouais. Et surtout un petit truc intéressant, alors, tout ce qu'on achète, je ne vous le prêterai pas celui-là, Académie française, dire, ne pas dire. Du bon usage de la langue française. Ce qui veut dire qu'après que vous avez lu ça, les expressions, ce type-là, ce mec-là, monsieur c'est un connard, je ne veux plus entendre ça à l'antenne. Alors, une grosse information, attention, tenez-vous bien, messieurs, attention. Serge Letchimy, candidat du PPM pour la tête de la liste de l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle. Bon, mais il faut quand même aller, ça y est, c'est officiellement fait. Alors, en 2 secondes. Ce n'est pas un non-événement, mais ce n'est pas un événement. Ça n'est pas, voilà. On est d'accord? Bien. Bon.
je rappelle que c'est la première phase de la désignation de la tête de Par la liste. commission d'investiture. Par la commission d'investiture. Il est normal Et débat. que le PPM... Ça s'appelle commission d'investiture et débat, pourquoi? Commission d'investiture. Non, commission d'investiture. Ah, c'est pas commission d'investiture et débat? Non, commission d'investiture. Où est-ce que j'ai pris ça, là? Je ne sais pas. Elle a voté à l'unanimité. Voilà, après débat. Après débat. Elle a voté à l'unanimité. C'est ma synthèse qui a donné quelque chose de foireux. Donc il est normal que le PPM désigne la tête de liste qu'il souhaite. La deuxième phase... Et si l'Alliance dit non, on ne veut pas de lui? Attends, la deuxième phase, le président du PPM s'adresse à ses colistiers de Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Il y a en tout 12 partis au mouvement pour qu'à leur tour, ils désignent la tête de liste qu'ils souhaitent. Ouais. Ce ne sera peut-être pas Serge Letchimy, on n'en sait rien du tout. Mais la phase démocratique, est normale. Ça ne sera pas lui? Tu prends le pari que ce sera lui ou pas lui? Je prends le pari que ce sera lui. Tu te mouilles pas beaucoup. Je mouille pas. Tu vas pas avoir beaucoup de risques. Je parie 1000 euros. Ouais, mais Que ça c'est facile, sera- là. Ouais. Si tu arrives à trouver un type qui paraît le contraire, appelle-nous. Absolument. Non, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il est sérieux quand il dit ça. Mais oui. Alors, non, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Tel que tu les vois. On essaie de nous faire croire qu'il y a une désignation démocratique et qu'en face, il y a un candidat autodésigné. Mais c'est quand même un subterfuge. Hein. C'est un subterfuge parce que tout le monde sait que le candidat de Ensemble pour une Martinique Nouvelle, ce sera Serge Letchimy. Et comment a été désigné? Tu avances peut-être. Comment a été désigné Alfred Marie-Jeanne? Il y a eu un Alfred vote? Marie-Jeanne a été désigné Par un vote. à l'intérieur du MIN, et ensuite ça a été discuté entre les partis de l'Alliance. Eh bien, c'est exactement Voilà, et ce qui c'est se d'ailleurs, passe. c'est ce qu'explique Francis Carole dans le dernier numéro Il n'y d'Antia. a pas eu de vote. Il n'y a pas eu enfin, au sein de ce parti, il y a eu vote. Comme Mais tu sais, il n'y a pas eu de vote à l'intérieur des autres partis. Les autres partis ont les instances dirigeantes. des autres partis. Je prends l'exemple. Ouais. Le Parti communiste martiniquais, il a deux instances dirigeantes, le comité central et le bureau politique. La question a été discutée. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu... C'est démocratique. Ouais, c'est démocratique. Eh bien, voilà. Et les militants de base, vous êtes censés les représenter? Ouais, c'est le fonctionnement des statutaires dans d'autres partis. Tandis que nous, qui ne sommes pas centralistes démocratiques, nous commençons par consulter la base. Ouais. Vous avez consulté les balisiers? Les balisiers ont été consultés, ils avaient jusqu'au vendredi 13 mars pour rendre leur copie. Le balisier dans lequel je suis a fait 2 réunions. Et vous avez gardé les documents de tout ça pour l'histoire? Ah, je pense, j'espère. Ça veut dire qu'aux archives, ça veut dire qu'aux archives départementales, les historiens vont trouver, ça c'est important. Et si c'est pas fait, fais-le. Je suis d'accord avec. Non, mais Fais-le faire. mais il y a eu des candidats, il y a eu des concurrents. Ah ouais, mais ça... Je n'ai pas le retour de tous les balisiers, mais peut-être. C'est une émission humoristique ce soir. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que Non, mais j'étais sérieux. Bon, la planche à billets a fonctionné à plein tube, a commencé à fonctionner à plein tube, puisque la BCE, qui est la Banque européenne, comme vous le savez, a déjà racheté l'équivalent de 26,3 milliards d'euros d'obligations d'État depuis la mise en œuvre de ce programme. Alors, je le dis pour les téléspectateurs, vous allez entendre souvent l'expression quantitative, alors je le dis en prononciation française, quantitative easing, c'est quantitative easing en anglais, c'est la même chose. Bon. Décidé le 9 mars, depuis la mise en œuvre, pas décidé, mais mise en œuvre le 9 mars dernier. L'objectif est d'arriver à 60 milliards par mois. Pour relancer. Et 140 millions d'ici 2016. D'ici 2016. 2016, c'est quoi? Donc pour relancer la croissance et l'inflation. Ça y est, c'est parti, mon kiki. Il faut dire surtout à quoi ça sert. Oui, alors ce qui veut dire quand même qu'on est dans une situation qui est modifiée sur le plan même de la politique économique globale de l'Europe. Virage à 180%. À 80%. Oui. Enfin, Chacun de mots. Pour que les gens comprennent bien, entre 2008 et 2014, il y a eu des politiques d'austérité. Donc l'austérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'emprunte plus. Ouais. Voilà. Et on réduit ses dépenses de manière On fige l'économie. Voilà. Globalement, on détruit l'économie. Ouais. On détruit l'économie. L'économie elle-même était déjà affectée par le fait que les banques ne prêtaient plus aux entreprises. Que les consommateurs ne consommaient plus, donc ne donnaient pas d'argent aux entreprises,
et, par voie de conséquence, à eux-mêmes, puisqu'ils sont salariés. Et on rajoutait une couche supplémentaire, c'est que les gouvernements ne dépensaient plus d'argent et que les banques ne voyaient plus les gouvernements venir emprunter. Donc, tout ça, ça mène à une catastrophe. Et comme une vieille soupe figée qui est là sur le bord de la fenêtre qu'on ne consomme pas. Là, je te laisse, excuse-moi, je te laisse expliquer maintenant que ce sont des créances d'État que la BCE rachète. Alors, ce sont des obligations d'État que la BCE rachète de façon à permettre aux banques de... Alors l'objectif, c'est de permettre, l'objectif, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Que les banques, au lieu, parce que c'est beaucoup plus intéressant, les obligations d'État étant en principe plus sûres que les prêts plus garantis, c'est de façon à ce que les banques prêtent à l'économie réelle. Voilà. Bon, or, je viens de lire dans les Échos la chose importante suivante, c'est que ce qu'on crée, c'est que ces liquidités qui sont injectées partent à l'extérieur, et ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a des fuites de capitaux vers les États-Unis, ou notamment, ou d'autres pays, où la rentabilité des capitaux est plus élevée, et que par conséquent, dans un premier temps, on ne prend pas le chemin d'une relance de l'économie. On réanime la spéculation. On réanime la spéculation. On crée de nouvelles bulles financières. En fait, je pense qu'il faut expliquer aux gens que ce qu'on appelle une obligation d'État, c'est qu'un État comme la France a emprunté auprès d'investisseurs, auprès de banques, en émettant un bout de papier. Donc vous émettez un bout de papier et dans 5 ans, vous promettez de le rembourser avec un petit bonus. Voilà. Donc les banques ont ce papier en main et attendent que les États les remboursent. Donc la Banque Centrale Européenne rachète ce bout de papier. Donne l'argent aux banques qui ont des liquidités, qui devraient réinjecter ces liquidités dans l'économie. Pour répondre à Michel, il est évident qu'au départ, pour les banquiers, c'est plus facile de gagner de l'argent en investissant par exemple ces sommes qu'ils reçoivent dans des actions, sur du court terme, mais ils vont recevoir tellement d'argent, puisqu'on est à plus de 1000 milliards d'euros, et c'est qu'ils vont finir par investir. Parce qu'en réalité, le trop-plein monétaire... Il faut l'espérer en tout cas. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a un pays où ça s'est passé, c'est le Royaume-uni. Et la BCE ne fait que imiter ce que les Anglais ont fait. Les Anglais ont inondé, et les Américains aussi, ont inondé le pays. Daniel, est-ce que tu penses que la BCE, Mario Draghi, en lançant, parce qu'il n'y a pas besoin de nous pour savoir ces risques-là, est-ce qu'il n'a pas prévu quand même du haut de l'Europe où il se trouve, des moyens de contrôle, de vérification pour empêcher cette distorsion de la mise en œuvre de ce système? Rappelez que la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc celle qui centralise, on va dire, l'ensemble des banques. Ouais. D'une part. Deuxièmement... Qui décentralise... Enfin, oui, parle. Pour aller vite. C'est pas un cours, là, oui. Deuxièmement, des mécanismes de contrôle existent. Seront-ils suffisants? Ça, c'est un autre problème. Parce que ce qui me semble là, et je laisse mes camarades économistes, plus économistes que moi, apprécier ce que je veux dire, ça ressemble beaucoup, puisqu'on parle de planche à billets. Ouais. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle vulgairement la monnaie de singe. C'est-à-dire que le risque est là, comme je le disais, de relancer la spéculation. Quand je te répondrais, que la monnaie n'est-elle pas toujours le singe? Oui, mais là particulièrement, me semble-t-il. Il a raison, la monnaie n'a de valeur que si elle a l'équivalent en termes de production et d'économie. Voilà. Or, dans le même temps, la Banque centrale dit ça, elle dit qu'il faut continuer les politiques restrictives européennes. Et c'est-à-dire qu'elle appuie, elle est comme quelqu'un qui est au volant du BMW, et je pense que c'est une voiture allemande. Oui, on avait noté. On appuie sur l'accélérateur et en même temps on appuie sur le frein. Voilà. Or, pour que les banques prêtent à l'économie réelle, aux industriels, aux entrepreneurs, etc., il faut que les intéressés aient de la demande.
Et de la consommation. Et de la consommation. Pour avoir de la demande, il faut de la consommation. Donc, on arrête là. Voilà. Et pour avoir de la consommation, il faut de la demande. Et on se tape, on se coltine, il faut le faire, c'est un peu comme le crash, le premier tour des élections départementales. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, la gauche gouvernementale, on voit ce que c'est la gauche gouvernementale, recueille 28,22% des voix. Faux. Combien tu donnes? C'est moins que ça. C'est 21. 21. Oui, alors, je le dis tout de suite parce que il y a une manipulation du ministère de l'Intérieur qui a consisté, par le jeu des étiquettes, à accoler au PS un certain nombre de formations politiques, divers gauche, etc., même quand ces formations sont accolées au front de gauche. D'accord. La droite, 37,9%. Oui, avec les centristes. Avec les centristes. L'UDI. UDI, oui, droite, UMP, oui, UDI et divers droites. D'accord. Et comme ils ont mis dans les divers droites 37,9, on peut mettre les divers gauches aussi dans la gauche et arriver avec oui, mais c'est pas la gauche gouvernementale. Bon, mais c'est pas gouvernemental, ouais. Oui, il faut pas l'appeler. Oui, là, puisque je prends les appellations du ministère. C'est pour masquer. Je prends l'appellation du ministère. C'est pour masquer le fait que la Bérésina du PS. Le FN, je le dis tout de suite. Le FN, 25,12%. Oui. OK. Alors, premier constat, une participation plus forte que prévu. On prédisait une abstention record au premier tour des dernières élections d'ailleurs, quand on est en 2011, l'abstention avait été de 56,68%. Il est vrai que c'était une consultation partielle, elle portait l'ensemble du territoire, il y a une sorte d'effet moteur de dynamique. Et on en vient maintenant, je vous passe la parole, puisqu'on m'a dit que je parle trop, quels enseignements attirer des résultats de ce premier tour? On va commencer par le FN, qui paniquait, qui inquiétait tout le monde. Le FN, on commence comme ça, boum boum, Maréjo. Le Front National, qui arrive en tête de nombreux départements, hein, d'ores et déjà au premier tour. Et qui risque de conquérir plusieurs conseils départementaux. Oui, mais pour l'instant, oui, qui risque naturellement. Hein. Oui, bon, cette situation n'est pas une situation nouvelle. Oui. Elle a déjà... Aux européennes. Le FN... Non, je parle de l'élection locale. Ah oui. L'élection locale. Donc, le FN, à plusieurs reprises, a montré son ancrage en termes de voix, puisque les pourcentages que tu as annoncés, ce sont des voix, hein, oui, le nombre de voix. Mais pour Marine Le Pen, c'est une défaite qu'elle essaie de transformer en victoire. C'est une défaite, si j'ose dire, en rase campagne, puisque elle estimait, à la vue de son action sur le terrain et puis de l'hystérie qu'elle provoquait des deux côtés, arriver en tête en nombre de voix. Premier parti de France. Ce qui n'est pas le cas. Et elle espérait faire un raz-de-marée en gagnant beaucoup de cantons. Ce qui n'est pas le cas également. Et il y a fort à parier que le deuxième tour va montrer très clairement que le FN n'est pas en capacité de remporter des dizaines ou même 10 départements. Là, on en est à entre 1 et 3. Exact. Okay, et compte tenu du fait qu'un certain nombre de candidats se sont retirés et ont transformé des triangulaires en duels, au profit soit de l'UMP, soit du PS, ou d'une espèce d'union de rassemblement de gauche, il y a de fortes chances donc que le FN ne transforme pas son nombre de voix en Michel Demeaux, et puis on continue. Alors, assez rapidement. C'est vrai que le FN n'a pas remporté le succès qu'il espérait, mais néanmoins, le FN quand même améliore son quand même. Il ne faut pas se leurrer. Voiler la face. Le FN améliore son implantation locale et d'autre part, son discours pèse sur la droite, parce que la droite, pour pouvoir garder pour ces départements, est obligée de droitiser son discours. On va y venir tout à l'heure. Bon, autrement dit, il y a une porosité du discours du FN à l'intérieur de la droite. Continue et puis, deuxièmement, le PS, effectivement, c'est moins grave que ce qu'il pensait, mais néanmoins, il y a un sondage, par exemple, qui montre que l'abstention est beaucoup plus forte chez les gens qui ont voté Hollande en 2012 que chez les gens qui ont voté Sarkozy. Donc il y a une bonne partie de l'électorat de gauche qui est soit déçu, soit en colère. Daniel. Voilà. J'approuve la dernière phrase de Michel.
le FN est en train de tisser sa toile, si l'on peut dire, n'est-ce pas, et de s'élargir. Il y a déjà maintenant des régions de France, comme le Pas-de-Calais, ou le Vaucluse, ou l'Aisne. Même les Côtes d'Armor. Même les Côtes d'Armor, exactement. Région catholique. Région catholique. Et les gens ont voté FN à cause du mariage pour tous. Ne soyez pas trop dans les délais, parce qu'ici, Côte d'Armor et tout, on s'en fout un petit peu. Ça rend plus global. Non, plus global. Non, mais ce qu'on veut montrer quand même, c'est que... Ne nous substitue pas nos confrères français. C'est pourquoi j'ai dit tisser sa toile. Oui, ok, tisser sa toile. Parce que avant, enfin jusqu'à ces dernières années, me semble-t-il, on semblait cantonner le FN à certains départements très... J'ai cité le Vaucluse exprès. Marseille, d'accord. Bon, le Gard, des gens comme ça. Il est en train de s'étendre. Alors, ce n'est pas le premier parti de France, mais il n'en est pas loin. Et les déçus du hollandisme, pour aller vite là encore, comme il a dit, les déçus du hollandisme se reportent souvent sur les extrêmes. Et là, c'est l'extrême droite qui l'emporte plus que l'extrême gauche. Alors, le FN arrive en tête de nombreux départements. Il remporte 4 cantons dès le premier tour. 25%, c'est un score sensiblement équivalent à celui des européennes. Donc, il n'a pas gagné, mais il ne perd pas. Ouais, c'est vrai, vrai. Comme tu l'as expliqué, il ne gagne pas tant que ça. Le FN réalise quand même un bon résultat. Il ne cesse de progresser alors qu'il ne disposait d'aucun élu sortant dans cette élection. Un seul. Ouais. Un seul, conseiller général. Alors, les candidats socialistes ou soutenus par le PS obtiennent finalement, c'est vrai, 21%. Je l'ai là, 21,2%. Le chiffre. Mais je vais te donner le chiffre de bien précisé. Le ministère de l'Intérieur. La gauche détenait 61, c'est pas sérieux quand même. La gauche détenait 61 départements. Elle est en passe de perdre une trentaine de ses conseillers généraux. On est d'accord avec ces chiffres-là? Alors, question, peut-on encore désigner avec la même appellation la gauche des gens qui ne peuvent pas gouverner ensemble? C'est le mot à la question. Qui ne se supportent pas, qui se tirent dans les pattes. Est-ce que ça existe encore? Eddie? Bien évidemment, parce qu'il faut faire référence à l'histoire politique de la France. Hein. Ouais. Je veux dire, à gauche, il y a toujours eu, très naturellement, plusieurs familles, à la fois idéologiques, et puis en même temps, plusieurs familles, je dirais, de sensibilité. Là, on est moins dans les idées, on est plus dans l'humain. On va dire ça comme ça. Dans l'empathie. Mais à droite également. Moi, je pense qu'il faut dire les choses. On a 2 familles politiques qui sont des familles républicaines et qui sont dans un jeu d'alternance, on va dire ça comme ça. Chacune essayant pour gagner, essayant de s'unir. Parce qu'ils savent... Les 2 familles en question, c'est... Je t'interromps. Est-ce qu'on pourrait dire longtemps encore que le parti bleu là, de Marine Le Pen n'est pas républicain? Est-ce qu'on pourrait dire ça longtemps encore? Mais bien sûr. Très longtemps, puisque... Qui c'est qui donne le certificat de républicanisme? Non, mais qu'est-ce que c'est? Attention, qu'est-ce que c'est que le républicanisme, entre guillemets? C'est le respect d'un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire que dès que vous franchissez la ligne et que vous dites que ça, c'est pas normal que ça existe, ça veut dire que même si prenons un exemple. Attends, on continue ça. Ça veut dire que même si la porosité se fait, pour reprendre le terme de Michel, se fait intense, se fait par de gros trous, de grosses passes, qu'il n'y a pas de grosses différences entre un électorat de l'UMP et du parti de Marine Le Pen, l'UMP restera républicain et le parti de Marine Le Pen ne le deviendra jamais. Non, ça c'est une vision un peu sectaire. On compte ça, quoi, au nombre de racistes, vas-y, je te laisse développer. Laisse-moi te répondre. Parce qu'il y a une sorte de bidon là qui me gêne. Là, il faut faire une analyse plus simple que cela. Pas simpliste, mais plus simple. La porosité n'est pas entre le FN et l'UMP. La porosité est entre le FN... Et tous les partis. Non, entre le FN et tous les électorats. C'est pas pareil. Oui, tous les électorats. Oui, non, il faut le dire. Okay. Et là, on comprend mieux. C'est-à-dire qu'un ouvrier du Nord-Pas-de-Calais qui a voté pour François Hollande, déjà difficilement... Et qui avait Pathé Djem et les socialistes Bobo, Rose Pal. Et qui avait peut-être voté communiste avant. Voilà, mais il ne peut plus voter communiste puisque les communistes ont moins de chances de gagner une élection. Donc, ils votent pour celui qui est à gauche, là, en 2012, ils votent pour celui qui est à gauche, a une chance de gagner. Bon, très bien. Et là, il ne veut plus voir la tête de ce type-là, et il va pas voter UMP, c'est clair. Il déteste Sarkozy. Donc, il vote
pour le FN. Donc je crois que là, nous avons tous compris ce que c'est que la porosité, non pas des partis politiques, mais de l'électorat. C'est fondamental. Ouais. Alors, je finis, parce que c'est toi qui m'as entraîné là. C'était pas la question. C'était pas la question de base. La question de base, ça portait sur les socialistes. Oui. Bon, un socialiste qui arrive au gouvernement se retrouve confronté à la réalité. OK? Donc, il perd la prochaine élection. Un UMP qui arrive au gouvernement tente d'appliquer ses idées réactionnaires. Donc, il perd les prochaines élections. C'est tout. Voilà où on en est. C'est tout. Et ça s'appelle l'alternance. On ne va pas sortir de ça, malheureusement, tant que... Et là, on met le doigt sur les partis. Ce n'est pas les partis qui doivent changer. C'est les gens qui doivent évoluer. Et sur un certain nombre de points, les gens, c'est-à-dire nous, la population, avons évolué sur plein de domaines, tout simplement parce que nous sommes mieux éduqués, parce que nous sommes globalement plus intelligents, que nous s'ouvrons au monde et nous évoluons sur un certain nombre de sujets. On a fait Facebook Internet. Mais tu as oublié pour moi le label de républicanisme. Mais je te l'expliquais. Je te l'expliquais. Mais attends, prenons un exemple. Le Front National dit la chose suivante et l'exprime haut et fort. Monsieur, si vous voulez que vos enfants ne mangent pas de porc, vous n'avez qu'à le sortir du système laïque. D'accord? C'est ça que les élus disent. Ça, c'est anti-républicain. Pourquoi? Pour une raison simple. La République s'adapte à la réalité en conservant un certain nombre de valeurs. Les valeurs d'équité et d'égalité. OK? Donc, l'idée, c'est quoi? Prenons un exemple. Vous refusez, parce que vous êtes d'une certaine religion, de manger un repas. Très bien. Moi, je mets ça sur le même plan que vous êtes allergique et vous ne pouvez pas manger un certain nombre de plats. Pourquoi? Les enfants allergiques, on va leur donner un repas de substitution. Et puis, le petit garçon qui est musulman, la petite fille qui est musulman, on va lui dire, toi, je suis désolé, mais tu ne manges pas. Donc laisse-moi aller plus loin. Oui, cette valeur-là, okay. Non mais attends, si tu m'empêches d'aller au bout, je vais pas, les gens vont pas comprendre. Non mais là, je pense qu'on a compris ce que tu veux dire. Non, j'ai pas fini. Que la République est tolérante, qu'elle ne lance pas d'exclusive, elle accepte... Tu me dis... Ça y est. Mais non, donc empêchez-moi de parler. Cette notion que tu mets en cause, cette notion de républicanisme. Non mais tu mets en cause l'idée qu'on donne un label de républicanisme et tu dis mais pourquoi on ne donnerait pas? Jusqu'à quand on ne donnera pas de label républicain au FN? Je réponds, tant que le FN remettra en cause les valeurs fondamentales de la République française, il ne sera pas républicain. Quand le FN dit par exemple que nous ne devons pas donner ou accorder le même traitement à un immigré légal, hein, le type il est arrivé, il a des papiers, qu'à un national. Un Français de souche. Un national, on va dire, ils appellent ça Français de souche, mais Hollande le dit aussi. Ouais, ok, ouais. Ça, c'est une valeur républicaine qui est égalité, qui est bafouée. Donc, ce n'est pas des républicains. Au revoir. Bon. Alors, moi ce que je note, c'est que Marine Le Pen a inventé la formation bleu marine. Bon. Mais fondamentalement, le FN reste xénophobe. Absolument. Raciste. Hein? Antisémite. Islamophobe. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive à tromper un certain nombre de travailleurs. Par contre... Parce que tu penses que les travailleurs ne savent pas ça? Non. Ils ne savent pas ça parce que... Donc les Français se découvrent. Non, parce que le discours a changé, et le l'emballage a changé. Et que, en plus, le FN a adopté un discours social. Oui. Quand le FN dit dans mes cantines vous allez bouffer du cochon ou bien vous allez vous casser, les travailleurs, qui est sur la chaîne avec l'Algérien comme lui-même, qui travaille, qui on connaît ses valeurs, ne sent pas que c'est anti-républicain. Alors je comprends pas. Non. Là je comprends plus. Je comprends plus. Non mais attends, on va t'expliquer. Parce que nous sommes dans une période de crise et que il faut tenir compte de cette réalité. Cette période d'ailleurs a beaucoup d'analogies avec les années 30 et que c'est plus facile pour un travailleur qui est tenaillé
par la question de l'emploi, notamment, de croire que c'est l'autre qui est son ennemi, l'étranger, celui qui vient d'ailleurs, et que dans ces périodes-là, les discours simplistes sont beaucoup plus porteurs qu'un discours, notamment, je dirais, communiste, qui essaie d'expliquer le fonctionnement général du capitalisme, les politiques d'austérité, qui provoquent le chômage. Et quand il y a une reprise de l'économie, il aime l'étranger. Bon. Il se remet à aimer l'étranger. Alors, il ne fait plus attention. N'allons pas jusque-là. Il ne fait plus attention. Une petite précision. Sans compter que la France est une vieille nation coloniale. Plusieurs sondages. Je suis perplexe. Hein. Non, mais tu vas être moins perplexe quand tu vas entendre ça. Ouais. Plusieurs sondages indiquent que dans le vote FN, une bonne proportion des émigrés, des Français d'origine étrangère, de la seconde génération, votent pour le FN. Non, mais pas possible. Tu es moins perplexe. Mais c'est vrai. Mais c'est certainement vrai. Tu imagines qu'un fils d'Algérien ou de Marocain qui vote pour le FN, en fait, normalement, devrait tomber par terre. Eh bien non. Comme ils n'ont pas, comme le discours sur le racisme, c'est édulcoré, parce que vous mettez Papa Le Pen au placard, ces gens-là oublient ce discours-là. Mais lorsqu'ils vont l'expérimenter, comme ils sont en train de l'expérimenter à Béziers, eh bien là, il y a dit, c'est bizarre, m'en votez pas monsieur, mais monsieur pas même moins, trop tard. Ah ça veut dire qu'on va être beaucoup plus optimiste que moi. J'ai compris votre truc, c'est ça. En ayant des très radicaux, d'utiliser des concepts tranchés, il n'est pas républicain et tout, vous êtes beaucoup plus optimiste. Une fois qu'il y aura une reprise économique, une fois que le FN aura montré que le monstre aura jailli du ventre de la bête, que le monstre aura, Bertolt Brecht, aura jailli du ventre de la bête, les Français vont être, ça fait bisounours, on s'aime, on est le petit Algériens, on aime Mohamed, on aime Ali. Non, parce que ce n'est pas automatique. Mais ce n'est pas automatique parce que les idées, je dirais que la superstructure et l'infrastructure, par le langage nous connaissons bien, marxiste, n'avancent pas au même rythme. On va laisser Daniel parler. Okay. Daniel parle un petit peu. Daniel parle. Non, moi je voulais revenir sur l'aspect des cantines scolaires notamment, qui est un lieu justement où se joue le républicanisme, se joue la tolérance, se joue le vivre ensemble. La solidarité. La fraternité. La fraternité. Vous savez qu'il y a un projet de loi, qui fait la navette bientôt. Oui. On devait le traiter, on ne l'a pas traité. Où les cantines scolaires, où il y a des cantines, l'accès aux cantines sera même. Mais voilà. Même à ceux qui n'ont pas les moyens, sera obligatoire. Voilà. C'est pourquoi je parle de vivre ensemble. On a parlé tous en même temps. Personne n'a entendu la fin de ta phrase. Oui, ça c'est vrai. Oui, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a un projet de loi qui tend à rendre obligatoire l'accès aux cantines, même pour les familles défavorisées, quand il existe une cantine au sein des écoles primaires, puisque c'est là qu'il y a des cantines obligatoires. Surtout que pour le moment, l'accès à la cantine, quand il est refusé, l'est pour des questions économiques. Oui, c'est ça. En dépit de l'impétuosité des parents, l'accès sera un peu... Il n'y aura pas d'enfants qui regardent dans la cour d'école. Voilà. Ce qui est très bien. Le principe d'égalité. Maintenant, la question que posent certains, est-ce que ça veut dire que la cantine doit faire des menus différents selon l'origine ou la religion des élèves? Le problème est posé. Non, la réponse est oui. La réponse est oui, pour plein de raisons. La démocratie, c'est le respect des différences. Oui. OK ? Et à l'inverse, les différences doivent respecter la loi. On est d'accord ? Est-ce que tous les démocrates pensent comme ça ? Oui, les vrais démocrates disent la chose suivante. Dans un sens, nous respectons les différences, mais dans l'autre sens, les différences doivent respecter la loi. Or, la loi, c'est l'expression, on est bien d'accord, de la majorité, mais c'est ça qui fait la valeur de la démocratie, et la valeur et l'humanisme de la démocratie, à l'inverse de la dictature, c'est que dans cette espèce de, au-delà de ce principe majoritaire de domination de la minorité par la majorité, la démocratie analyse un certain nombre de particularités, de faiblesses, d'absence de maturité parfois de certaines parties de la population et les aide et les soutient. Ok, on pourrait dire, messieurs, vous devez tous aller au travail. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils n'ont pas de transport en commun, parce qu'ils n'ont pas d'éducation, etc. Donc la démocratie les aide. Oui, c'est pour ça qu'il y a les aides sociales et tout ça. Mais la République notamment française, c'est d'abord la laïcité. C'est un des principes. C'est pour ça que je posais la question de savoir
avec toujours mon exemple de cantine, si l'on doit se fonder sur la religion de tel ou tel. Alors, est-ce que je vais faire un petit point note? Moi, je crois que tous ces concepts, laïcité, démocratie, etc., sont à géométrie variable. Très variable. La conception d'Eddie est la mienne, je te rassure, donc je discute avec toi. Mais il n'y a pas de table de la loi. Et encore, la table de la loi de mes amis christiques, chrétiens, où la trouves-tu? Les théories abstraites. Moi, j'ai été une anecdote très rapide. J'étais surpris, arrivé jeune étudiant après 1968 à Assas, fac facho à l'extrême, de voir des profs qui, pour une raison ou une autre, voulaient modifier le programme. Ils ne pouvaient pas faire un cours, donc ils proposaient souvent le samedi matin de coincer de cours. Il y avait un bigleux au milieu, on le reconnaissait. Quand je dis bigleux, est-ce que je veux dire quoi conservateur, très conservateur. Voilà, un conservateur. Qui levait le doigt et disait non. Et tout un amphi de 400 personnes, 500 personnes étaient obligées de se soumettre à la volonté d'eux. Ça, j'étais scandalisé. Il m'a fallu une année pour comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne, leur démocratie. Ouais. Alors que ta démocratie, c'est qu'il y a une majorité qui dit, écoute, le prof ne peut pas, il accepte, puis il va au Moyen-Orient faire un cours, surtout que c'était souvent des raisons qu'il a en Amérique du Sud, il coince deux cours, et des raisons qui étaient pour moi louables, tu vois, il est dans le tiers-monde, il expliquait pourquoi, non. Et, tu vois, donc c'est ça, c'est que ces notions qui sont liées à un mode de pensée, d'action, un système politique auquel nous appartenons, sont variables. La laïcité, c'est grand comme la pensée. J'ai été frappé quand même. La démocratie a des principes, mais le mode de fonctionnement dépend de la culture d'un peuple. Voilà. L'individualisme est très développé en France. Absolument. Beaucoup plus que notre nation. Exactement. Bon. Donc ça vient de modifier. Voilà. Et la rousse pétence. C'est le lot. La rousse pétence. Non, aussi. Et le lien commun. Le PS reste largement le premier parti à gauche. Boum. Le PS fait quoi, pardon? Reste largement le premier parti à gauche, oui, malgré tout. Oui. Son score est au-delà de la barre de 20%, 21%. Face à du respirer, il lui laisse des espoirs. Et des espoirs, pourquoi faire? D'abord pour terminer le quinquennat. Oui, mais comment il va le continuer? Il y a sur une jambe, vas-y, dis. Non, mais remettons ça dans la perspective de l'alternance. Si vous tombez à moins de 15%, il y a forcément la nature horreur du vide. Il y a quelqu'un qui va vous remplacer. Tandis que quand vous maintenez une certaine distance, on va dire, avec vos poursuivants, dans votre camp, évidemment, pas globalement, mais dans votre camp, vous dites « je suis encore le mieux placé pour représenter les idéaux de gauche ». Voilà. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Moi, je pense très sincèrement, avec une évolution longue, que le travail, la construction de François Mitterrand est en train de mourir. Comme la construction du général de Gaulle est morte. On est bien d'accord. Le parti que de Gaulle a créé a muté, et puis il est mort. On est bien d'accord qu'au mois de mai, Sarkozy... L'UMP n'existera même plus. Voilà. Il change de nom, il change de composante, etc. Donc les partis vivent, les partis naissent, vivent et meurent comme toute organisation. Pour conclure, je donne la parole à Michel. Est-ce que Sarkozy sort vainqueur de cette affaire? Il a mis une marche sur son ascension? À mon avis, oui. À mon avis, oui, parce que il a quand même réussi à capitaliser une grande partie de la colère des déçus. Et il est en position... Alors, il faudra quand même attendre le deuxième tour pour voir. Parce que est-ce qu'il est en position d'éviter le chantage du Front National? Et il semble que oui. Parce qu'il a affirmé fortement son uni. Je voudrais remercier nos participants que l'on ne voit pas, Manuela Montlouis, qui est notre directrice de production, notre assistante de production. Je voulais aussi Giovanni Shellman et son collaborateur qui est, tu te souviens, le nom c'est Raisin, mais son prénom. C'est nous qui avons le petit sympathique là qui vient nous mettre le micro. Tout à fait. Et puis vous, je vous remercie. J'excuse Gabriel Gagnon qui estime que ses obligations étaient beaucoup plus importantes que de parler devant 300 000 personnes, Martinique, c'est un choix, hein, c'est un choix. C'est une obligation professionnelle. C'est une obligation professionnelle. Parce qu'on ne bosse pas là, pourquoi là, on bosse pas, même si on n'est pas payé, que les gens le sachent, qu'on le fait par militantisme de la communication, on bosse pas. Au revoir madame, au revoir mademoiselle, au revoir monsieur, à la semaine prochaine, soyez là, be there, au revoir.